Salut les gens, on se retrouve dans la continuité de la vidéo concernant les isekai, dans le cas particulier de Sword Art Online. De base, l'objectif était de partir sur une interrogation, Sword Art Online est-il un isekai, vrai ou faux, et argumenter. Mais après mieux réflexion, il s'avère que Sword Art Online est effectivement un isekai, donc on va aller sur une affirmative de titre de la vidéo, et on va argumenter, et plutôt on va contre-argumenter tous ceux qui pensent que Sword Art Online n'est pas un isekai, par la suite, sur ce générique. C'est l'heure du... Bon, je crois qu'il n'est pas nécessaire de présenter Sword Art Online en 2023. Ça a été largement assez popularisé autant que ReZero. Quant à savoir si c'est une masterclass ou juste un effet de masse ou de mode, telle n'est pas la question. Si vous ne connaissez pas Sword Art Online, je vous invite à faire une petite recherche sur Facebook ou YouTube. Il y a largement de résumés, même les résumés foireux, vous pouvez les lire, même si ça ne va pas beaucoup vous aider si vous ne connaissez pas la série. Mais quelques recherches, vous aurez les informations de base. Mais je vous invite quand même à regarder l'anime si vous ne connaissez pas. C'est très intéressant à suivre et surtout très divertissant. Ce que vous en pensez, ça dépendra de vous. Bon, autant faire un petit résumé au moins pour mettre le contexte de la vidéo. Un petit résumé foireux vite fait là. Alors, Sword Art Online, c'est l'histoire d'un jeu vidéo qui était censé vendre du rêve, mais qui a fini par donner des cauchemars aux gens. En bref, le développeur du jeu au lancement du plus grand jeu MMORPG de l'histoire décide de bloquer des millions de gamers dans l'univers en supprimant le bouton déconnexion. Et pour se déconnecter et pour revenir dans le monde réel, il faudrait finir les 100 étages en battant tous les boss. Bref, c'est à peu près ça. Le bémol est que si vous êtes déconnecté de force dans le monde réel, vous mourrez. Votre cerveau est littéralement grillé. Ou s'il y a une panne de courant, un bug, qu'importe la raison, vous mourrez. Donc, ce jeu fantasy s'est transformé en un jeu de serial killer. Et franchement, ça tourne au vinaigre. Bref, ça c'est l'intro de base de Sword Art Online. On suit Kirito et Asuna, un couple d'amoureux transis qui vivent le grand amour entre dans des monstres dans le jeu. The End. J'ai omis un petit détail qui peut avoir son importance. Si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans le monde réel. Bon, mais vu déjà que la situation est merdique, ça change pas grand chose. De toute manière, on va tous mourir. Bon, maintenant on peut venir dans le vif du sujet. On va commencer par contre-argumenter avant d'argumenter. Ouais, faut respecter les règles de là. Bon, le contre-argument le plus utilisé pour contredire le fait que Sword Art Online est un isekai est le fait que les joueurs en fait ne sont pas morts, ils ne se sont pas réincarnés. Bref, ils sont juste inconscients dans le monde réel, mais conscients dans le jeu. Parce qu'il faut faire cette différence. Les joueurs sont inconscients du point de vue du monde réel, mais dans le jeu, ils sont bien conscients. Donc, c'est ambigu. Bref, le fait qu'ils ont toujours la possibilité de revenir dans leur corps fait en sorte que le monde des entrailles ne soit pas reconnu en tant que monde à part entière. Donc, ça, c'est l'argument le plus populaire. Il y a aussi ceux qui disent qu'en fait, un monde virtuel ne peut pas être considéré comme un monde réel. Donc, voilà les deux arguments les plus utilisés. On va un peu essayer de désassembler ces deux arguments en argumentant. Ça va aller vite. Alors, commençons par le premier argument, le cheval de bataille des opposants. Oui, vous êtes tous des opposants, ceux qui pensent que Sword Art Online n'est pas un isekai. Bon, pour cela, on va contre-argumenter au travers d'un exemple plus ou moins similaire d'un manga français, on va dire du niveau français, ce que j'aime bien. Je parle évidemment de Dreamland. Les plus malins ont déjà compris où je vais en venir. Bon, je pense que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo ne connaissent pas Dreamland, vu que c'est pas un animé, l'animation est peut-être en cours de production, je crois. J'ai vu un teaser, un trailer plutôt de Dreamland, je ne sais pas si c'est vrai quand ça va sortir, mais bon, faut autant faire un résumé rapidos, et même le résumé va vous faire comprendre directement là où je vais en venir. Je n'aurai même pas besoin de m'égosier pour que vous réalisez à quel point j'ai raison. Alors, Dreamland, ou monde des rêves, ou pays de rêves, je sais pas trop, je suis pas vraiment doué en anglais, c'est pas mon fort, est un monde onirique, à la limite de l'imaginaire, où tout est possible. Ouais, limite de l'imaginaire parce que la définition du monde, ça dépend des personnes et des situations de chacun. On verra cela en démontant le deuxième argument, un peu plus tard. Alors, le seul moyen d'accéder à Dreamland, c'est au travers des rêves. Mais tout le monde ne peut pas y accéder car pour cela, il faut affronter sa peur la plus profonde. Que ce soit une phobie, un traumatisme, ce genre de truc. Et cela nous fait gagner des pouvoirs en rapport avec la peur qu'on a vaincu. Et c'est le cas de Terence. Terence, le personnage principal ici, qui a été victime plus jeune d'un incendie qui lui a coûté la vie de sa mère.
Et en vainquant sa peur du feu, il a gagné le pouvoir du feu. Mais ça, c'est une parenthèse. Bref, et voilà comment il découvre le monde de Dreamland. Plus tard, en explorant ce monde, il rencontre des amis savants et tout le reste là. Et il découvre qu'il y a un accès vers le paradis. Et Terence a toujours rêvé de voir ça. Mais alors s'ensuit une aventure de cette joyeuse bande de loufoques. Franchement, les gars là sont des starbés. Il se donne pour objectif de trouver l'entrée du paradis et de permettre à Terence de revoir sa mère. Les autres personnages n'ont pas d'objectif. Ils se sont tous rangés derrière Terence et sont lancés dans la recherche, dans l'accomplissement de cet objectif. Voilà à peu près l'histoire de Dreamland. Alors, les plus malins ont déjà compris, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que Terence, qui s'endort chaque soir, qui va dans le monde de Dreamland, et pour information, c'est un monde ouvert à tous, et ils ne sont pas les seuls. Les mecs du monde réel se baladent aussi dans le monde de Dreamland, et ils se rencontrent dans la vraie vie. C'est un univers qui existe, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors, ceux qui dorment le matin, qui vont faire une balade dans un autre monde, et reviennent au début de la journée, donc au lever, est-ce que ceux-là ne vont pas dans un autre monde? Est-ce que Dreamland n'est pas un isekai? Peut-on dire que Dreamland n'est pas un isekai parce que Terence et sa bande font des allers et retours chaque soir à Dreamland? Telle est la question. Bon, je vais quand même prendre la peine de répondre à ma propre question, même comme tout le monde connaît déjà la réponse. Dreamland est effectivement un isekai. Et vu la similarité dans le cas de Sword Art Online où les personnages sont juste endormis, techniquement conscients, endormis, la limite, c'est juste un jeu de mots franchement. Parce qu'ils sont conscients dans Aincrad, mais inconscients dans le monde réel. Dans le monde réel, comme je l'ai dit, donc ça crée une légère ambiguïté. Mais je considère que les gens, ils sont juste endormis, ils ne peuvent pas se réveiller car ils sont en pleine exploration d'Aincrad et ils découvrent un monde à part entière. Maintenant, est-ce que ce monde est véritablement à part entière comme je l'ai dit? Voyons le cas du deuxième argument. Bon, le deuxième argument est franchement un cas particulier, car il est très difficile à contre-argumenter, car c'est limite une question existentielle. Parce que le problème de cela est que l'argument précis qu'ils utilisent en parlant du monde est que Aincrad dépend entièrement d'une autre, que ce soit sur le plan énergétique ou même de l'existence, car cela vit au travers des processeurs, des machines et tout le reste. Bref, c'est un monde totalement sous-jacent et dépendant du monde réel. On va considérer le monde comme monde réel. Donc, est-ce qu'un monde entièrement dépendant peut être considéré comme un monde réel? Car il y a d'abord car ce n'est pas le cas de Dreamland. Je ne peux pas utiliser Dreamland pour justifier cela parce que contrairement à Aincrad, Dreamland est un monde existentiel avec des natifs. Il y a des espèces différentes avec des propres cultures, civilisations et tout le reste. C'est un monde à part entière qui existe et les Terence et sa bande ne sont que en fait des explorateurs, des étrangers, des personnes passagères. Ils ne sont pas là pour rester définitivement. Donc même s'il s'avère que le monde réel finisse par disparaître ou l'accès à Dreamland se retrouve coupé, ce monde continuera d'exister sans les humains, mais les autochtones et autres continueront à vivre. Il n'y a pas une interdépendance des deux mondes. En tout cas, l'auteur n'a pas encore dit cela. Le problème avec cet argument, c'est qu'il est réversible. Parce que à chaque fois que quelqu'un utilise le monde comme argument, je lui pose qu'une seule question, qu'il cloue bec. Franchement, c'est le clou bec direct, je vous le recommande. La question c'est, comment définis-tu le monde? Qu'est-ce que tu appelles le monde? Cette question est extrêmement difficile à répondre. Prenez 5 secondes pour y réfléchir. Franchement, c'est compliqué à répondre. Franchement. Alors, laissons monde réel, monde virtuel. C'est quoi d'abord un monde? Franchement, pour ceux qui ont essayé, définir monde est assez compliqué pour soi-même. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Google. Le premier résultat, c'est la définition du mot monde. On dit tout simplement, c'est l'ensemble formé de la Terre et les astres visibles, connu comme un système organisé. Bref, deuxième définition, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Vous voyez, ce sont des définitions assez vagues. À côté, nous avons la définition de monde, mais dans un sens un peu plus poussé, côté univers. Alors, le monde, l'univers, c'est le monde est l'espace habité et connu par les différentes sociétés. Le monde renvoie à l'approbation collective d'un espace dédié par une société. Sa représentation renvoie à l'évolution des techniques de mesure. Le monde est le plus grand des espaces dans l'échelle des territoires connus. Dans sa définition de Wikipédia.
Bon, cette deuxième définition est beaucoup plus rationnelle et explicite. Mais c'est pas pour autant qu'on comprend tout ce que ça raconte. Franchement, moi d'abord de base, je suis pas très intelligent. Donc là, je fais avec les moyens de bord, franchement. Mais le problème avec cette définition, en tout cas le problème que je vois avec cette définition, c'est que elle est trop physique et rationnelle. Parce que la nature même du monde, le monde est d'abord subjectif, limite relatif. Franchement, ça dépend de tout un chacun. Parce que cette définition n'aborde pas des points cruciaux tels que la mentalité, l'aspect psychologique du monde en tant que tel. C'est même là la subtilité du monde en tant que tel. Alors, quand je dis que le monde est subjectif à la limite du relatif, c'est tout simplement parce que on n'a pas tous la même vision et compréhension du monde. On n'a pas tous le même vécu ou la même culture. Et même sur le plan morphologique, biologique, on n'est pas tous égaux. On ne peut pas dire que quelqu'un ayant un handicap depuis la naissance, un malvoyant, un malentendant, une personne sourde, muette, ou même quelqu'un qui est un daltonien, c'est-à-dire qu'il a des difficultés à différencier les couleurs, ait la même vision du monde que nous. Jamais. Ça, c'est impossible. Ils n'ont pas la même vision. Un sourd ou un aveugle ne peut pas avoir la même compréhension du monde tel que nous. C'est impossible. Il en va de même pour le vécu de tout un chacun. Une personne étant née dans un milieu aisé ou riche, une personne riche en bref, n'a pas le même vécu qu'une personne de basse classe pauvre qui vit au jour le jour. Ils n'ont pas la même compréhension. Pour certaines personnes, cette terre c'est l'enfer. Franchement, vivre au quotidien chaque jour c'est un calvaire, c'est une souffrance. Ils préféraient la mort. Mais pour d'autres personnes, ce monde c'est le paradis. La vie est belle, la vie est merveilleuse. C'est tout cela qui font le monde. C'est toutes ces différentes visions particulières, subjectives, relatives, qui font un monde. On n'est pas tous égaux sur ce point. Alors on ne peut pas dire que des personnes d'Ankrai, les joueurs d'Ankrai qui ont vécu 2 ans enfermés dans cet univers virtuel, qui ont souffert, qui ont versé sang et larmes, sueur et tout le reste, ils ont franchement galéré à affronter des monstres, à survivre, parce que même il y en a beaucoup qui sont suicidés. On ne peut pas dire que tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont ressenti, tout ce qu'ils ont, je n'arrive pas à trouver les mots, franchement, on ne peut pas dire que tout cela n'a jamais existé, sous prétexte que c'est un monde virtuel. Non, pour ces millions de personnes qui ont vécu cette expérience, ce monde est parfaitement réel. Ce monde existe. D'ailleurs, une question similaire a été posée au personnage principal, Kirito, durant la première partie de la saison 3, si je me souviens bien. Ou c'est la fin de la saison 2, non, c'est la saison 3 à l'Alicization. J'ai pas pu retrouver l'extrait. On lui posait une question. Est-ce qu'il considère le monde virtuel comme monde réel? Il a répondu de manière un peu plus mature. Bon, je me souviens pas trop, mais au final, il a conclu que le monde réel, c'est l'endroit qu'il décide en fait. Donc s'il décide que le monde virtuel est son monde réel, tant mieux. C'est ainsi. Il a fait un choix. C'est le choix de tout un chacun. Autre chose qui vient renforcer le point de vue que soit Art Online soit effectivement un isekai, c'est la saison 3 Alicization. Car les héros vont explorer un monde virtuel qui cette fois a des natifs. Les développeurs ont réussi à créer des âmes artificielles qui se sont développées et ont construit leur propre monde. Ils ont développé leur civilisation, leur mode de vie, la culture. Bref, chaque être, chaque natif a une console propre, a une conscience propre dans cet univers virtuel. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce monde n'existe pas car il a été conçu au travers des machines et autres? C'est faux. C'est totalement faux. Donc cette troisième partie même est en elle-même déjà un isekai, malgré le fait que les 2 premières parties étaient discutables, ce n'est plus le cas de la 3e partie. Donc en conclusion, avec tout ce que j'ai eu à raconter durant cette vidéo, Sword Art Online est effectivement un isekai. Si au cours de cette vidéo vous n'avez pas été d'accord avec un argument avancé, vous pouvez le contester en commentaire, mais surtout argumenter. Ne venez pas juste balancer, dire que Sword Art Online n'est pas un isekai et vous barrez. Franchement, ça vaut pas la peine. Il faut argumenter. Il faut justifier cela. Comme je l'ai fait durant tout le temps qu'a duré cette vidéo. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour parler de... Bon, je n'ai pas encore décidé du prochain sujet de la vidéo. On verra au feeling, comme d'habitude.
Abonnez-vous, likez, partagez. À plus les gens. Et surtout, n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux.